Merci, Monsieur le Président. Je suis extrêmement ravie de participer avec vous à ces 26e journées franco-marocaines d'urgence de réanimation néonatale et réanimation pédiatrique. Permettez-moi de partager avec vous notre petite expérience concernant l'utilisation du diagnostic moléculaire syndromique dans la prise en charge du sepsis en réanimation. Alors, vous savez qu'on est face à un constat mondial, qu'on vit actuellement une expansion inquiétante de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Ce sont principalement nos patients hospitalisés qui sont les plus touchés par ces bactéries multirésistantes. Et dans cette lutte contre l'antibiorésistance, il y a tous les objectifs qui actuellement convergent vers l'utilisation des moyens de diagnostic rapide favorables à une optimisation rapide de l'antibiothérapie. Et dans ce sens, les techniques microbiologiques, elles ont évolué ces dernières années avec une tendance vers l'automatisation, l'informatisation, l'utilisation des techniques innovantes comme la spectrométrie de masse, les PCR multiplex, le séquençage à haut débit. Et donc, il y a une évolution également du diagnostic microbiologique pour réduire ce délai de rendu du résultat pour une optimisation rapide de l'antibiothérapie. Alors, les bactériémies, vous savez que ce sont des infections fréquentes. Donc, infections fréquentes, notamment en réanimation, cause majeure de morbidité et de mortalité, problème majeur de santé publique, risque élevé de sepsis, risque élevé de choc septique, risque élevé de mortalité, un risque élevé de mortalité associé à un retard d'antibiothérapie efficace, et ça a été très bien démontré par plusieurs études. Et puis il y a cette multirésistance qui va compromettre également l'efficacité thérapeutique. Donc on a besoin d'une approche diagnostique précise, on a besoin d'une approche diagnostique rapide pour des bactéries ou des agents pathogènes qui sont impliqués dans les bactériémies pour améliorer le pronostic de ces bactériémies et pour éventuellement permettre une thérapie ciblée, une thérapie qui est appropriée. Alors, quand on regarde un petit peu au sein des principales infections documentées dans notre contexte, on retrouve les bactériémies en deuxième position. Donc, ce sont des infections fréquentes dans notre contexte hospitalier. Alors, sur l'ensemble des bactéries qui sont responsables des bactériémies en 2022, 20% environ étaient considérées comme bactéries multirésistantes. Alors, ces bactéries multirésistantes étaient principalement représentées par les entérobactéries résistantes aux céphalosporines troisième génération. Quand on dit la famille des entérobactéries, c'est la Klebsiella, c'est les Escherichia coli, c'est l'Enterobacter cloacae, etc. Après, donc, ces entérobactéries résistantes au C3G qui dominent le profil de ces BMR, nous avons la Cyanobacter baumannii. Je ne sais pas si j'ai le pointeur. Nous avons la Cyanobacter baumannii multirésistant. Et après, très derrière, on a le Staph aureus résistant à la méticilline. Et en vert ici, le Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Et quand on regarde là aussi au sein de ces entérobactéries résistantes au C3G, on voit qu'il y a un certain pourcentage qui est 24% de ces entérobactéries résistantes au C3G résistent au carbapénème et présentent une sensibilité diminuée au carbapénème. Alors, quand on regarde sur les entérobactéries qui sont problématiques, qui sont les plus fréquemment impliquées dans les bactériémies, quelles sont les espèces qui sont concernées? C'est principalement la Klebsiella pneumoniae qui arrive en tête, suivie en termes de fréquence, suivie par le cloacae, suivie par les Escherichia coli et puis les autres. Et si je regarde, je prends la Klebsiella pneumoniae qui sont impliquées dans les bactériémies, 85% étaient résistantes aux céphalosporines de troisième génération, 74% chez le cloacae et 43% chez les Escherichia coli dans les bactériémies. Et bien évidemment, il y a un pourcentage de souches qui également au sein de ces souches résistantes au C3G qui résistent au carbapénème. Donc on est face à une multirésistance dans les bactériémies qui compromet l'efficacité thérapeutique, qui expose à un risque de dissémination et qui souligne le besoin d'approche diagnostique rapide pour essayer de redresser rapidement le diagnostic. Alors, quand on est dans la prise en charge de la bactériémie, vous savez que la prescription des antibiotiques elle est un peu particulière. Donc, c'est une antibiothérapie probabiliste qui est démarrée dans l'urgence thérapeutique, qui se doit d'être rapide, d'être efficace, parce que c'est un facteur pronostic d'une bonne évolution clinique. Et donc, quand on est dans ces situations d'urgence diagnostique et thérapeutique, les techniques conventionnelles, examen direct, mise en culture, etc., nous imposent un délai minimal de 48 heures pour avoir un antibiogramme.
Et donc, le fait de pouvoir travailler directement sur une hémoculture qui est positive pour identifier l'agent pathogène, pour détecter des marqueurs de résistance, ou alors travailler sur des colonies bactériennes qui viennent de se positiver, faire des antibiogrammes rapides, etc., ce sont des éléments très très importants qui vont permettre de donner un résultat rapide, orienter rapidement cette antibiothérapie probabiliste et réajuster rapidement le traitement si besoin. Dans ce sens, le diagnostic syndromique s'est positionné ces dernières années comme un outil incontournable dans la prise en charge de nos patients infectés. Je rappelle que quand on parle du diagnostic syndromique, c'est-à-dire c'est un diagnostic qui fait appel sur le plan moléculaire à une PCR multiplexe qui va permettre de rechercher plusieurs agents pathogènes sur un seul prélèvement. Plusieurs syndromes infectieux peuvent être concernés, allant de l'infection neuroméningée à l'infection respiratoire, digestive, au sepsis, que ça permet également de détecter des marqueurs de résistance directement sur le prélèvement et bien évidemment avec un résultat rapide. Ce diagnostic moléculaire, il est justifié à chaque fois, bien évidemment, que le pronostic vital et fonctionnel, il est mis en jeu. Qu'on a besoin, toutes les situations où on a besoin d'instaurer rapidement un traitement adapté. Quand on a besoin de faire rechercher plusieurs agents pathogènes séparément, mais la quantité du prélèvement, elle est limitée. Une rapidité de réponse signifie un bénéfice significatif pour le patient. Et bien évidemment, ça se justifie à chaque fois qu'on a besoin de ratisser très large dès la prise en charge initiale du patient pour pallier à ce manque de précision du diagnostic clinique quand on a une symptomatologie clinique qui ne permet pas de distinguer entre les multiples étiologies comme c'est le cas du sepsis. Et donc, quand on utilise ces tests syndromiques, la principale question qui se pose, là aussi, c'est la rentabilité clinique. C'est-à-dire que le résultat obtenu, qu'il soit négatif ou positif, il doit avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique de notre patient. Il doit nous permettre soit de démarrer une antibiothérapie adaptée, soit d'arrêter une antibiothérapie inutile, tout ça dans l'optique du bon usage des antibiotiques. Une meilleure maîtrise du risque infectieux, et c'est également un bel exemple de la collaboration clinico-biologique, puisqu'il faut s'asseoir avec les cliniciens. Il faut s'asseoir avec les cliniciens pour poser des indications, pour mettre en place les stratégies d'utilisation et les stratégies d'interprétation. Alors, au niveau du CHU de Marrakech, au niveau du laboratoire, on a investi dès le départ sur les outils diagnostiques rapides pour essayer d'aider les cliniciens à mieux prendre en charge nos patients infectés. Donc, on a utilisé le diagnostic syndromique depuis 2018. Puis, on a essayé en 2023 de faire un focus sur cet aspect dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est la rentabilité clinique, en essayant d'évaluer l'impact clinique de l'utilisation de ce diagnostic syndromique dans le sepsis. Notamment, on a pris comme exemple le sepsis, et évaluer parallèlement et les résultats de la culture et les résultats de cette PCR syndromique, et bien évidemment en incluant tous les patients qui ont présenté un sepsis et qui ont bénéficié de cette PCR syndromique. Alors, sur l'ensemble des bactériémies documentées, on voit, en 2023, on voit que les bactériémies en réanimation représentent environ 35% de toutes les bactériémies documentées. Si je prends les bactériémies en onco-hémato, qui sont également des patients fragiles, qui sont graves également, qui font beaucoup de sepsis, donc 12,5% de l'ensemble des bactériémies documentées. Et donc, sur l'ensemble de l'année 2023, on a pu inclure 80 patients qui étaient en sepsis et qui ont bénéficié de cette PCR syndromique. Alors, la particularité de ce diagnostic syndromique dans le sepsis, c'est qu'on va travailler sur une hémoculture. Vous savez, l'hémoculture est le seul prélèvement qui est mis en culture au lit du patient. Et donc, quand on reçoit au laboratoire le flacon d'hémoculture, on va juste le mettre en incubation et on va attendre qu'il y ait une détection de la croissance bactérienne. Donc, il faut d'abord que le flacon d'hémoculture se positive, c'est-à-dire qu'il y ait une croissance bactérienne. À ce moment-là, on va engager les techniques traditionnelles, conventionnelles, examen direct, mise en culture, etc. Et à ce moment-là, il faut appeler, parce qu'on ne sait pas si le patient est en sepsis ou pas. Donc, il faut appeler le clinicien pour voir est-ce que le patient répond aux critères de sepsis. Et si c'est le cas, c'est là où on décide de lancer donc, la PCR syndromique en parallèle avec l'examen direct et la mise en culture. Donc, il est très important également de connaître qu'est-ce qu'on recherche, quelles sont les cibles recherchées. Cette PCR syndromique dans le sepsis, qu'est-ce qu'elle permet de détecter? Alors, il y a une grande diversité d'agents pathogènes, de bactéries. Pour les grammes négatifs, on retrouve plusieurs entérobactéries allant de l'Escherichia coli à la Klebsiella, à l'entérobactère, Salmonelle, Proteus, Serratia marcescens. Il y a l'Acinetobactère, il y a le Pseudomonas aeruginosa, il y a Stenotrophomonas maltophilia. Et puis, il y a des BGN exigeants comme l'Haemophilus influenzae. Il y a également le méningocoque qui est recherché dans le sang.
Et puis, comme bactéries gram-positifs, il y a les entérocoques, il y a le Staph aureus, il y a certaines staphylococculases négatives, il y a le pneumocoque, il y a le strepto-B, il y a le streptopyogène. Il y a également 6 espèces du candida qui sont recherchées avec le cryptocoque néoformans. Parallèlement à ces agents pathogènes, si on voit notre écologie, ce sont principalement les bactéries les plus fréquemment impliquées dans les bactériémies dans notre contexte. Et par rapport aux marqueurs de résistance, là aussi, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche dans ce panel. Alors, les gènes de résistance recherchés, c'est principalement les gènes de résistance en rapport avec la résistance aux céphalosporines de 3e génération, notamment cette fameuse BLSE de type CTXM qui est recherchée. Il y a également des carbapénémases. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a quand même un certain pourcentage de souches qui résistent au carbapénème. Donc, il est important également de détecter dès le départ et directement sur le prélèvement est-ce qu'il y a présence ou pas de carbapénémase. Et donc, il y a les principales carbapénémases importantes sur le plan clinique, les NDM, les OXA48, les KPC, les IMP, les VIM. Et puis, il y a également un gène qui est responsable de la résistance à la colistine, qu'on recherche également dans ce panel, sachant qu'on commence à avoir aussi des souches de Klebsiella résistantes à la colistine. Et puis chez les grains positifs, ce qui est détecté comme résistance, c'est la résistance à la méthicilline chez le Staph aureus, qui impose bien évidemment une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Donc c'est une résistance importante à détecter. Et puis il y a la résistance à la vancomycine chez l'entérocoque, qui est également détectée sur ce panel. Alors, chez nos 80 patients qui étaient inclus et qui étaient pris en charge pour un sepsis et qui ont bénéficié de cette PCR, on a regardé par rapport au délai de positivité des hémocultures. On a retrouvé que chez 38 patients, l'hémoculture s'est positivée avant 24 heures. Chez 26 patients, l'hémoculture s'est positivée avant 36 heures. Globalement, avant 24 heures, c'est les 52% des patients et 80% des patients ont positivé leur hémoculture avant 36 heures. Et ça, c'est très important à connaître parce qu'on a besoin justement, c'est là où on a besoin de ces techniques d'approche rapide, de diagnostic rapide, pour rapidement dresser un antibiogramme, un profil de sensibilité, une détection des gènes de résistance pour redresser le traitement quand il n'est pas adapté. Alors, la moyenne d'âge chez les adultes était de 47 ans, chez les enfants était de 16 mois, c'était 53% étaient de sexe masculin. Alors, il y avait principalement 49 patients, 21 enfants et 10 nouveau-nés. Et puis, ces patients qui ont bénéficié de la PCR provenaient principalement de la réanimation médicale chirurgicale, la réanimation pédiatrique, la néonatologie et l'oncologie hématologie. Alors, par rapport à la porte d'entrée de la bactériémie, elle était principalement respiratoire. 9 patients avaient une porte d'entrée digestive, 11 patients cutanés, c'était des brûlés. Porte d'entrée urinaire chez 9 patients et liée aux dispositifs médicaux chez 8 patients. Mais elle était principalement respiratoire. Alors, sur le résultat de la PCR, les résultats obtenus de la PCR, là, bien évidemment, on part d'une hémoculture positive. Ça veut dire qu'il y a déjà une croissance bactérienne qui est détectée. Alors, la PCR était négative chez 8 patients, elle était positive chez 72 patients. Alors, chez 60 patients, la PCR a permis de détecter un seul germe. Chez 12 patients, elle a détecté plusieurs germes. Alors, quand on avait une détection d'un seul germe, il y avait une concordance parfaite avec la culture. Donc, il n'y avait pas de problème. Le problème se posait quand on avait une détection de plusieurs germes avec à la PCR. C'est là où on va voir qu'il y avait des discordances avec la culture. Alors, les agents pathogènes retrouvés, c'est principalement, ça rejoint l'écologie des bactériémies que nous avons dans notre contexte hospitalier. C'est principalement les entérobactéries. Donc, il y a la Klebsiella, l'entérobactère, l'Escherichia coli, il y a un peu d'acinito, un peu de pseudo, du Staph aureus, de l'entérocoque, etc., un peu de levure. Donc, c'est une diversité d'agents pathogènes impliqués dans les bactériémies dans notre contexte. Alors, on va revenir à ces cas de bactériémie où on a trouvé à la PCR plusieurs germes et au niveau de la culture, il y avait une discordance de résultats. Alors, j'ai mis ici en rouge les germes qui ont été uniquement retrouvés à la culture et les autres, la globalité, c'est les germes retrouvés à la PCR. Donc, on voit très bien qu'il y avait une discordance entre les deux par rapport à chaque fois qu'on avait plusieurs bactéries détectées à la PCR. Très probablement, c'est des traces d'ADN, de contaminants qui ont été détectés par la PCR. Vous savez très bien que une des limites de la PCR multiplex aussi, c'est qu'il n'y a pas de preuve de viabilité.
Donc, on ne sait pas si la bactérie elle est viable quand elle est détectée ou non. Et donc, ça, c'est un élément également important à connaître pour mieux interpréter les résultats. Alors, chez les 8 patients qui avaient une PCR négative, alors que les flacons d'hémoculture étaient détectés positives. Là, bien évidemment, au niveau de la culture, on a pu récupérer le germe responsable de la bactériémie et on a constaté que ce sont des bactéries qui n'étaient pas incluses dans le panel. Soit les autres espèces de Pseudomonas, notamment autres que Aeruginosa, soit des Streptocoques viridans, soit autres Staphylococcus négatives, soit des entérobactéries qui n'étaient pas recherchées dans le panel, d'où l'importance de travailler toujours en complémentarité. Il faut faire les tests moléculaires, certes, ils ont leur avantage, mais il faut toujours garder les techniques conventionnelles parce qu'elles ont aussi leur importance et permettent de redresser le diagnostic quand la PCR ne peut pas chercher le germe, ne peut pas le détecter. Alors, par rapport à la résistance aux antibiotiques, ça c'est un élément aussi très important qui nous intéresse. Alors, sur les résultats de la PCR, chez 43 patients, aucun gène de résistance a été détecté. Chez 24 patients, un seul gène de résistance a été détecté. Et chez 13 patients, plusieurs gènes de résistance a été détecté. Alors, quand on regarde par rapport à ces gènes de résistance détectés, là aussi, on voit qu'il s'agit principalement de la résistance aux céphalosporines de 3e génération liée à cette fameuse BLSE de type CTXN. Et puis, on retrouve également des carbapénémases, notamment les NDM, les OXA48, les VIM. Il y avait de la résistance à la méthylcilline chez le Staph aureus. Il y avait un seul cas de résistance à la vancomycine chez l'entérocoque. Et quand on regarde un petit peu par rapport à certains patients où on avait détection de plusieurs gènes de résistance à la fois, notamment la BLSE avec une OXA48, une carbapénémase de type OXA48 chez 5 patients, une BLSE avec une carbapénémase de type NDM chez 4 patients. Chez 3 patients, il y avait et la BLSE et l'OXA48 et la NDM. Et puis chez un patient, il y avait une BLSE avec 3 types de carbapénémase. Et donc là, bien évidemment, c'est un élément très important qu'il faut corréler au contexte clinique pour essayer de mieux corriger, ajuster le traitement quand c'est nécessaire, bien évidemment. Alors, par rapport à la partie la plus importante, c'est-à-dire que depuis le début, on se dit, on est en train d'utiliser ces tests syndromiques, mais quel est vraiment l'impact sur la prise en charge thérapeutique? Est-ce qu'on les prend en considération? Est-ce qu'on a du mal parfois à les interpréter, etc. Et est-ce que ça aboutit à un ajustement thérapeutique ou pas? Alors, chez 38 patients, chez 38 de nos patients, l'antibiothérapie initiale a été maintenue. Chez 42 patients, l'antibiothérapie initiale a été ajustée. Alors, quand on regarde l'ajustement qui a été fait, il était principalement en faveur d'une escalade thérapeutique, en faveur d'une carbapénème avec un aminoside, une carbapénème avec la colistine ou alors des glycopeptides. Et il y avait un seul cas de désescalade thérapeutique, une céphalosporine de première génération associée à un aminoside dans une bactériémie qui a été documentée à Staph aureus sensible à la méthicilline. Donc vous voyez que c'était principalement des escalades thérapeutiques. Alors chez nos 80 patients qui étaient en sepsis, l'antibiothérapie, on avait dit que l'antibiothérapie probabiliste adaptée était maintenue. Quand je dis adaptée, c'est-à-dire adaptée au profil retrouvé à la PCR, profil de germe détecté à la PCR. Elle a été maintenue chez 30 patients, l'évolution a été favorable chez 28 patients et 2 patients sont décédés. L'antibiothérapie probabiliste non adaptée, mais maintenue quand même chez 8 patients. Pourquoi? Parce que le patient il s'améliorait cliniquement et donc il n'y avait pas lieu de changer le traitement parce qu'il y avait un résultat sur la PCR qui disait qu'il fallait changer. La corrélation avec le contexte clinique est très importante et c'est le contexte clinique qui prime. Chez ce groupe de patients, l'évolution était favorable chez 7 patients et il y avait un patient qui est décédé. Alors maintenant, chez nos patients qui avaient une antibiothérapie probabiliste ajustée, notamment nos 42 patients, 6 patients, il y avait une évolution défavorable avant de pouvoir ajuster le traitement. Et cette antibiothérapie a été ajustée, comme j'ai dit tout à l'heure, principalement vers une escalade thérapeutique en faisant appel à l'imipénème, méropénème, la colistine, la vanco, et parfois le voriconazole. Une des escalades a été faite chez un patient. Et puis chez ce groupe-là, l'évolution était favorable chez 30 patients avec un décès retrouvé chez 12 patients.
Alors c'est une étude multicentrique qui a été faite au niveau de 3 hôpitaux français, qui a également s'est intéressée également à évaluer l'apport de la PCR syndromique dans le sepsis, en comparant également les résultats de la PCR avec les résultats de la culture. Et sur 77 bactéries provenant de 152 hémocultures positives. Là aussi, il y avait 130 cultures monomicrobiennes, mais il y avait 22 cultures polymicrobiennes. Et donc, quand il y a des cultures polymicrobiennes, c'est là où il y a un problème d'interprétation. Donc, ils ont considéré que cette PCR a permis de détecter 90% correctement 90% des bactéries à Gram négatifs et 89% des bactéries à Gram positifs. Alors, il y avait des souches bactériennes qui ont été détectées par la PCR et non pas par la culture, notamment des bactéries non incluses dans le panel. Parfois, c'est des bactéries incluses dans le panel mais non détectées. Il y avait également des bactéries non détectées par la PCR et récupérées par la culture, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et parfois, même des levures non détectées aussi par la PCR et récupérées par la culture. Alors, sur certaines bactéries qui ont été détectées par la culture et non par la PCR, ils ont jugé que c'était principalement des espèces susceptibles d'être contaminantes qui étaient détectées dans un délai de positivité d'au-delà de 35 heures. Par rapport aux gènes de résistance, globalement, il y avait une concordance entre la culture et la PCR. Parfois, il y avait des gènes de résistance qui étaient détectés sur la PCR et non détectés sur la culture ou vice-versa. L'élément important qui ressort également de cette étude multicentrique, c'est le délai médian du rendu des résultats. Quand on prend les techniques conventionnelles, on a bien vu tout à l'heure que même si on fait bien, on est obligé d'attendre 24 à 48 heures pour avoir un antibiogramme. Alors que quand on fait la PCR directement sur le flacon d'hémoculture positive, le résultat il est immédiat. Et donc le délai médian il est significativement beaucoup plus court quand on utilise le diagnostic syndromique par les PCR multiplex. Donc globalement, d'après ce que j'ai présenté, d'après ces résultats qu'on a eus en 2023, il y avait une très bonne concordance entre la PCR, les résultats de la PCR et la culture conventionnelle pour les agents, bien évidemment, qui sont inclus dans le panel. Il y avait également des bactéries qu'on n'a pas retrouvées dans la PCR, mais qu'on a pu récupérer par la culture, d'où l'importance des techniques conventionnelles en complémentarité. Il y avait ces organismes multiples, ces cultures polymicrobiennes, quand on les trouvait au niveau de la PCR, il y avait une discordance, bien évidemment, avec la culture. Et là, il faut faire très attention par rapport à l'interprétation. Parfois, on ne rendait pas le résultat et on attendait la culture pour redresser, pour aider le clinicien. La détection des marqueurs génétiques, c'est un élément très très important parce qu'on va faire ça directement sur le prélèvement. Un résultat rapide, des marqueurs de résistance qui permettent de redresser le traitement rapidement dans ces cas de bactériémie, de sepsis ou de choc septique. Une diminution significative du délai d'exécution de la PCR par rapport à la culture et bien évidemment ce que j'ai dit tout à l'heure, l'identification rapide des marqueurs de résistance. Alors, il est très important également de comprendre les limites, de connaître les agents pathogènes, de connaître ce qu'on recherche pour une meilleure interprétation de ces tests syndromiques. Un résultat positif signifie qu'on a détecté des traces d'ADN, d'un acide nucléique, on a détecté des gènes de résistance, mais il peut s'agir la fiabilité du résultat dépend de la qualité du prélèvement, dépend de la manipulation. Est-ce qu'il y a une erreur technique, une contamination au moment de la préparation technique du prélèvement, au moment du transport, etc. Et puis, il est très important également de comprendre qu'un résultat négatif de la PCR n'exclut pas la possibilité d'une infection évolutive. Il peut s'agir d'une variation, un variant de séquence dans la région ciblée, donc le germe n'a pas été détecté. Des faux négatifs en rapport avec des présence d'inhibiteurs, en rapport avec une erreur technique, en rapport avec une infection qui n'est pas causée par un agent pathogène inclus dans le panel, mais qu'on va récupérer par la suite par la culture. Il est également important de comprendre que ce faux négatif peut être en rapport avec un traitement concomitant ou alors avec une charge bactérienne qui est très faible, un inoculum qui est très faible, qui va être inférieur au seuil de détection de la technique, notamment quand on parle de culture mixte et de culture polymicrobienne.
Alors, j'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu les résultats de cette étude qu'on a faite pour essayer d'évaluer un petit peu l'impact clinique de ces tests syndromiques. Je vais vous donner, on va voir ensemble quelques exemples pratiques de l'utilisation de ce test syndromique dans le sepsis, dans notre contexte. Alors, vous avez un enfant, un nourrisson de 7 mois, qui est pris en charge en post-opératoire d'une invagination, qui se complique par une péritonite, qui fait un sepsis à point de départ digestif, qui a été traité par la tazocilline et la amikacine. L'hémoculture positive 10 heures après l'incubation. On fait l'examen direct tout de suite. C'est un bacille à gram négatif. On appelle le service. Il est en sepsis. On fait la PCR. On retrouve une souche d'Escherichia coli qui est détectée. Et les gènes de résistance qui sont détectés, c'est une CTX, c'est une BLSE de type CTXM. Quand je dis BLSE de type CTXM, ça veut dire que la souche qui a été détectée, elle est résistante aux céphalosporines 3e, 4e génération. Alors, comment vous interprétez? Quelle sera votre conduite par rapport au traitement? Vous faites quoi? Vous changez quelque chose ou pas? Il est en sepsis, il n'évolue pas, il s'aggrave. On sait que les souches BLSE, le patient il est sous tazocilline. On sait que quand la souche elle produit une BLSE, elle résiste aux céphalosporines 3e et 4e génération. Mais dans notre écologie, on est à 45% de résistance aussi à la tazocilline. Et du coup, je ne prendrai pas le risque de laisser l'enfant sous tazocilline et je passerai à une carbapénem éventuellement en attendant le résultat de la culture. Et effectivement, la culture elle confirme qu'il s'agit d'une souche d'Escherichia coli résistante au C3G et productrice du BLSE et qui était résistante également à la tazocilline, mais qui était sensible à l'imipenem et à l'amicacine. Donc ceci pour vous montrer l'importance d'avoir ce diagnostic rapide qui permet tout de suite de redresser, de passer au carbapénem, ne pas attendre l'antibiogramme pour y aller. Alors, vous avez un nouveau J26 de vie, détresse respiratoire néonatale sur infection materne-fœtale, J8 d'hospitalisation, il s'aggrave sur le plan clinique et biologique. Il a été traité donc, on est passé au méropenem amikacine. L'hémoculture qui a été faite, elle s'est positivée 8 heures après l'incubation. L'examen direct, cocobacille à gram négatif. Et la PCR, elle détecte un Acinetobacter baumannii, pas de gène de résistance détecté. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas encore l'antibiogramme. Ça, c'est le résultat de la PCR qui est faite sur le flacon d'hémoculture positive, qui a détecté un Acinetobacter baumannii. Et le petit, il est sous méropenem amikacine. Et vous venez de le mettre sous méropenem amikacine. Vous ne savez pas comment il va évoluer. Mais la PCR, elle détecte un Acinetobacter baumannii. Quand j'ai pas de gène de résistance détecté, là, je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure, quels sont les marqueurs de résistance recherchés dans cette PCR. Les gènes de résistance qui sont recherchés ne sont pas adaptés à l'Acinetobacter baumannii. Ils sont beaucoup plus adaptés aux entérobactéries. Ces fameuses BLSE, les carbapénémases les plus fréquentes chez les entérobactéries. Mais pour l'Acinetobacter baumannii, quand il est multirésistant, il résiste par des mécanismes de résistance autres et des enzymes autres qui ne sont pas recherchés dans la PCR. Le fait de trouver pas de gène de résistance ne signifie pas que l'Acinetobacter baumannii, il est sensible. On revient à notre écologie. On revient au profil des Acinetobacter baumannii qu'on isole chez nous. Et généralement, ce sont des acinétos qui sont multirésistants, qui résistent au carbapénem, qui résistent. Les seules alternatives, des fois, qu'on arrive à récupérer, c'est l'amicacine, c'est le Bactrim, c'est la colistine. Et donc là, bien évidemment, qu'est-ce que je fais? Je passe à la colistine, je n'ai pas le choix, puisque je sais que mon Acinetobacter baumannii sera multirésistant et résistera au carbapénem. Et la culture, bien évidemment, 24 heures après, quand elle va se positiver, elle a permis d'isoler un Acinetobacter baumannii multirésistant qui était sensible uniquement à la colistine. Alors, J35 de vie, déshydratation stade B, en sepsis, traité par Cetriax Syngenta. L'hémoculture se positive 12 heures après l'incubation. L'examen direct sur l'hémoculture montre des bacilles à gram négatifs. On confirme que le patient il est en sepsis et on fait la PCR. Et on isole un Pseudomonas aeruginosa. Et là aussi, pas de gène de résistance détecté. Cliniquement, il est en sepsis. Votre interprétation.
Très bien, parce que déjà, le fait d'avoir déjà le Pseudomonas aeruginosa, on sait qu'il est résistant naturellement à la ceftriaxone. Alors, le fait d'avoir pas de gène de résistance détecté, le pseudo et l'acinito, c'est pareil. Les gènes de résistance inclus dans le panel ne sont pas adaptés au Pseudomonas et à l'acinito. Et donc, le fait de dire de trouver pas de gène de résistance détecté ne signifie absolument rien, ne signifie pas que mon pseudo, il est sensible à la ceftazidime. Parce que l'antibiotique qui m'intéresse actuellement, c'est la ceftazidime. Or, sur la PCR, à ce stade-là, je ne peux pas savoir est-ce que ma souche, elle est sensible à la cefta ou est-ce qu'elle est résistante à la cefta. Mais là, je reviens à notre écologie. On n'a pas beaucoup de souches résistantes à la ceftazidime. Et les souches résistantes à la ceftazidime, c'est des profils particuliers de patients, des grands brûlés, de malades de réanimation chirurgicale, de la dermato, etc. Et donc, je présume que ma souche, elle sera sensible à la cefta. Je mets le petit sous ceftazidime et j'attends le résultat de la culture. Et c'est un Pseudomonas aeruginosa sensible à la ceftazidime. Alors, un enfant de 4 ans, une péritonite post-opératoire, traitée par la tazocilline, qui s'aggrave à J7 cliniquement et biologiquement. Donc, on passe à l'imipenem amikacine. L'hémoculture se positive 15 heures après l'incubation. Et l'examen direct retrouve un coccier à Gram positif. Là aussi, on nous dit l'enfant, quand on appelle l'enfant, il est en sepsis, on passe la PCR sur l'hémoculture positive et on retrouve un Staph aureus et on retrouve un gène de résistance détecté qui est le gène MECAC, qui signifie que notre souche de Staph aureus, elle est résistante à la méticilline. Ça veut dire qu'elle a une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Alors dans ce cas, je fais quoi ? Je passe à la vancomycine et la culture, elle confirme qu'il s'agit d'une souche de Staph aureus résistant à la méticilline. Alors, un enfant de 2 ans, trauma crânien grave, intubé, ventilé, sédaté, pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, traité par tazocilline amikacine, qui s'aggrave là aussi cliniquement et sur le plan biologique, traité par l'imipenem amikacine. L'hémoculture est positive 18 heures après. À l'examen direct, un bacillogramme négatif. On appelle, c'est un sepsis chez le patient, on passe la PCR et on retrouve une Klebsiella pneumoniae et on trouve comme gène de résistance détecté CTXM OXA48. Comment vous interprétez ? Déjà, il faut interpréter le profil obtenu. Après, on voit ce qu'il est. Mon patient, il est en sepsis. Donc, j'interprète le profil et je vois ce qu'il est adapté à l'antibiothérapie que reçoit mon patient. Alors, pour l'interprétation du profil détecté par la PCR, c'est une souche de Klebsiella pneumoniae. Qu'est-ce qu'on a détecté comme gène de résistance? CTXM, ça veut dire quoi? CTXM, c'est une BLSE de type CTXM, c'est une BLSE. CTXM, c'est un type de BLSE. Donc, ça veut dire que j'ai la Klebsiella pneumoniae que j'ai, elle est résistante aux céphalosporines 3e et 4e génération. Maintenant, il y a autre chose qui est détectée avec la BLSE. Il y a une OXA48. C'est quoi l'OXA48? Je vous ai montré tout à l'heure, c'est parmi les carbapénémases les plus importantes sur le plan clinique, et chez nous, c'est parmi les carbapénémases aussi les plus fréquentes. Quand on dit carbapénémase, c'est une enzyme qui va hydrolyser les carbapénèmes. Donc, il y a un risque d'avoir une souche résistante au carbapénème ou une souche de sensibilité diminuée au carbapénème. Donc là, je suis devant un patient qui est en sepsis. Déjà, le fait de trouver une BLSE avec une carbapénémase, est-ce que je traite avec... Là, bien évidemment, je dois arrêter la tazocilline. Maintenant, est-ce que je laisse la amikacine? Ah oui, il était sous imipenem amikacine. La question qui se pose, est-ce que, par rapport à l'imipenem, est-ce que je laisse l'imipenem? Est-ce que j'arrête l'imipenem? Est-ce que j'ajoute une association? J'arrête l'imipenem. Alors, si tu arrêtes l'imipenem, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes la colistine en monothérapie. Plus les amikacines, plus la colistine. D'accord. Parce que tu estimes que ta souche, elle est résistante au carbapénème. Alors, au niveau de la culture, c'était effectivement une souche de Klebsiella pneumoniae qui résiste aux céphalosporines 3e génération, qui produit cette fameuse BLSE et qui est productrice également d'une OXA48. Donc, il y avait une concordance parfaite entre la culture et la PCR. On a lancé une CMI imipenem qui est revenue à 8 mg par litre. Elle est sensible ou elle est résistante? À 8, elle est résistante. Le seuil, il est entre 2 et 4. Elle est résistante. On a testé le cefta-avibactam qui était sensible. Maintenant, ce qu'on sait sur l'OXA48, c'est que généralement, cefta-avibactam, il a une bonne activité. Donc, on aurait pu aussi
si on a le ceftaavibactam, si on voit que c'est une oxacarentite, de démarrer ceftazidine avibactam, ou alors de démarrer la colistine. Ou alors, il y a une chose très importante aussi à savoir, c'est que c'est la question qui se pose, parce que là, ce sont des souches qu'on retrouve tout le temps. Là, c'est une oxacarentite. Le patient a de la chance d'avoir une oxacarentite. S'il avait une NDM, c'est une résistance de très très haut niveau à toutes les bêta-lactamines. Et là, même le ceftaavibactam serait résistant. Et très souvent, on n'a que la colistine qu'on pourrait donner. Alors, par rapport aux recommandations concernant l'utilisation des carbapénèmes chez les souches productrices de carbapénémase. Alors, généralement, on peut les utiliser parce que le fait de trouver une carbapénémase positive ne signifie pas que mon carbapénème est R. S'il est S sur l'antibiogramme, je le rends S. S'il est R, je le rends R. Mais s'il est sensible sur l'antibiogramme, je dois l'utiliser. S'il y a une carbapénémase détectée, je dois l'utiliser à forte posologie. Donc c'est la forte posologie de 1, et de 2, je dois l'associer à une molécule active, soit la colistine, soit l'amicacine, mais à condition que la CMI-imipenem ne dépasse pas 8 mg par litre. Parfois, il y a des auteurs qui disent 16 mg par litre. Nos souches NDM, on a des CMI qui sont à 32 mg par litre. Donc très souvent, on est très limité sur le plan choix thérapeutique et on est obligé d'associer l'imipenem avec la colistine pour des souches qui ont des CMI à l'imipenem qui sont très élevés. Alors pour vous dire que le fait des fois de détecter ces carbapénémases, ça a permis déjà d'arrêter l'antibiothérapie inadaptée, peut-être d'augmenter la dose de l'imipenem, de l'associer à la colistine et d'essayer un petit peu d'améliorer le pronostic de ces patients qui sont infectés par ces germes multirésistants. Donc, en conclusion, on peut dire que, bon, globalement, d'après ce qu'on a vu, d'après notre petite expérience au CHU de Marrakech, que l'approche syndromique, dans le cadre du sepsis, en complémentarité avec les techniques conventionnelles, est un outil qui était très bien de prise en charge précoce et adapté dans les bactériémies. Un vrai outil d'optimisation de l'antibiothérapie. On a bien vu qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient une antibiothérapie non adaptée qu'on a pu ajuster. Une très bonne corrélation avec les tests microbiologiques conventionnels, hormis bien sûr les pathogènes qui ne sont pas inclus dans le panel, hormis bien sûr les cas des cultures polymicrobiennes, mais il faut connaître les limites d'interprétation, il faut connaître les stratégies d'utilisation et d'interprétation pour mieux rentabiliser les résultats qui sont obtenus. Et c'est pour ça que ici, la concertation avec les cliniciens est un élément très très important, parce que ça permet de s'asseoir ensemble, ça permet de discuter le cas, ça permet de choisir les alternatives thérapeutiques, tout ça bien évidemment pour une meilleure prise en charge de nos patients infectés. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour une question. Merci beaucoup. Excellent topo. Pour le dernier cas clinique, le tout dernier, quand vous parlez de la résistance à l'imipenem, on sait que l'imipenem est une bêta-lactamine qui est temps dépendant et non pas dose dépendante. Alors quand vous parlez d'augmenter les doses, sachant qu'on est limité par le passage transcérébral, enfin la barrière ménagée, donc il y a le risque que les enfants convulsent, est-ce qu'il ne faut peut-être pas passer à la dose continue puisque c'est temps dépendant, c'est-à-dire garder une dose correcte, passer de 20 à 25 mg toutes les 8 heures, mais en perfect continu au lieu de faire des discontinus? Oui. Vous avez tout à fait raison, parce que cette problématique d'augmenter la dose chez les souches qui sont productrices de carbapénémase, c'est par rapport au risque d'échec thérapeutique suite à l'effet inoculum. Donc cet effet inoculum, donc éventuellement, on pourrait envisager de donner en continu au lieu d'augmenter la dose, pour préserver éventuellement par rapport à ces effets secondaires. Comme c'est toi, je te passe le... Merci. Donc juste pour remercier le professeur Nabila de son excellent travail sur la pratique, parce que vous voyez ces H12, H15, et à chaque fois qu'il y a un cas, donc il contacte le clinicien. Donc il y a une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui est instantanée, et ça, ce n'est pas disponible à toutes les structures hospitalières. Donc je te remercie de la qualité de la présentation et des cas qu'on a traités ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est grâce aussi à la collaboration... Excusez-moi. C'est grâce aussi à la collaboration avec nos cliniciens. Quand on a des cliniciens qui sont réactifs, qui sont là tout le temps, là aussi, ça aide beaucoup et ça motive à donner encore plus et aider encore le patient. À Marrakech, ils sont très forts en bactériologie et en hypothermie. Et ils sont tous les deux ici. Vous les applaudissez.